Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Bernard Gomou prend les rênes de la primature en Guinée. Il a été confirmé à la tête du gouvernement en remplacement de Mohamed Beavogui, indisponible pour raison de santé, selon la télévision nationale. Nous revenons également ce lundi sur le dialogue national qui s'est ouvert au Tchad. Il doit tracer les voies d'un nouveau départ, à en croire Mahamad Idriss Déby, chef de la transition. Emmanuel Macron est attendu en Algérie. Paris et Alger espèrent tourner la page d'une série de malentendus et de tensions. Nous suivrons les réactions de certains Algériens dans cette édition. Et on commence par la Guinée où le ministre du Commerce qui assurait l'intérim en l'absence du Premier ministre Mohamed Beavogui a été confirmé à ce poste par la junte au pouvoir. Bernard Gomou prend la tête du gouvernement dans un contexte marqué par une crise sociopolitique. Le nouveau chef du gouvernement guinéen a du pain sur la planche. C'est du moins l'avis de plusieurs personnes ayant réagi à sa nomination. De Conakry, Zakaria Camara nous en dit plus. C'est dans la foulée de la mission de la médiation de la CEDEAO en Guinée que la junte décide de congédier son Premier ministre. Son remplaçant reprend la main, mais avec des défis. La crise, malheureusement, a été accentuée par les actes et faits quotidiens du CNRD. Et le nouveau Premier ministre, donc, nommé, nous attendons à ce qu'il prenne la question du dialogue national en charge pour que, main dans la main, les Guinéens puissent se parler et sortir, n'est-ce pas, de cette transition de façon consensuelle et que des élections libres, transparentes soient organisées à la fin de la transition. Il y a quelques semaines, le gouvernement guinéen a pris la décision de suspendre les manifestations de rue au nom de la quiétude. Pour cet activiste, le respect des libertés d'expression est un passage obligé pour la réussite de la mission du nouveau Premier ministre. Ce qui fait la vitalité d'une démocratie, c'est l'expression libre de la démocratie. Il faut que cette expression-là soit, que l'on puisse aussi, que l'on puisse s'asseoir et puis critiquer le gouvernement du CNRD. Ça sert à ça aussi les contre-pouvoirs, parce qu'il ne sert à rien de taire les contre-pouvoirs, que ce soit les médias, la société civile, les syndicats. C'est le carburant d'une démocratie. Premier test pour Bernard Gomou, réussir avec la mission de bons offices de la CEDEAO conduite à Conakry par le Béninois Tony Boniyahi à obtenir des militaires l'ouverture du cadre du dialogue inclusif, ce qui permettrait le retour au pays des anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry. De Premier ministre, on en parle également au Mali, où Choguel Kokala Maïga, absent depuis plus d'une semaine pour cause de repos médical forcé, comme annoncé par le gouvernement malien, a été remplacé temporairement par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale. C'est au journal télévisé de 20h dimanche que le secrétaire général de la présidence a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont souhaité prompt rétablissement au Premier ministre. Le colonel Abdoulaye Maïga assurera également les fonctions de porte-parole du gouvernement. Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, a créé samedi son propre parti politique un peu plus de 3 ans avant la présidentielle de 2025. Sans surprise, étant la seule candidate, Simone Gbagbo, celle qui fut surnommée la Dame de Fer, a été élue présidente du MGC, le mouvement des générations capables, avec 100% des voix par plusieurs centaines de délégués de tout le pays.
C'était lors d'une assemblée générale constitutive du parti. Simone Gbagbo, aujourd'hui âgée de 73 ans, rompt ainsi politiquement avec l'ex-président Laurent Gbagbo, avec qui elle avait formé un redoutable tandem au pouvoir pendant 10 ans. Une rupture politique qui suit aussi une rupture d'ordre privé, Simone et Laurent Gbagbo étant en instance de divorce à la demande de ce dernier. Le dialogue national inclusif tant attendu par les Tchadiens depuis la transition qui a commencé en avril 2021 a été lancé le samedi 20 août 2022 au palais du 15 janvier de N'Djamena. 1400 personnes y prennent part, sans compter une partie de la classe politique tchadienne qui exige que certaines conditions soient remplies au préalable avant leur participation. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Emmanuel Mouadji Dibaye. À la différence des jeunes qui n'ont pas fait leur allocution d'ouverture, les femmes, elles, ont martelé les leurs. Nous, femmes tchadiennes, demandons solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au comité du dialogue national inclusif et aux participants, au regard du rôle fondamental que les femmes tchadiennes ont toujours joué. Un présidium paritaire au dialogue national inclusif. Le Tchad a traversé plusieurs périodes troubles depuis son indépendance le 11 août 1960. Et pour Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, ces troubles ont pour cause la confiscation du pouvoir. Les deux présidents qui ont le plus longtemps gouverné, Ngarta Tombalbaye et Idriss Déby Itno, ont connu une fin tragique. Ce parcours de notre pays, singulier autant que funeste par moments, interpelle chacun de nous. Aucune communauté, aucun groupe, aucun parti ne peut désormais à lui seul prétendre gouverner ou diriger ces pays. Pour le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a donné le la de ce dialogue, l'unité demeure la chose la plus importante qui doit prévaloir. Nos différences participent de notre richesse. Nos traits d'union sont autrement plus nombreux, plus importants et plus forts que nos points de désaccord. J'ai l'intime conviction que rien de durable ne peut être conçu et fait sans la paix de cœur. Plus rien ne justifie que les Tchadiens se fassent la guerre. Pendant ce temps, les membres du parti de l'opposition, les transformateurs, réunis à l'espace du balcon de l'espoir, tiennent à ce que leurs exigences soient prises en compte avant de prendre part au dialogue. Ils viennent utiliser les résultats de cette fausse élection du passé que vous connaissez pour se choisir pour leur monologue dans leur quota. C'est au total ajouter encore 170 places distribuées à un même parti et ses alliés. Et pour donner plus de chance au caractère inclusif de ces assises, les travaux sont repoussés au mardi après-midi afin de permettre à certaines corporations de se faire enregistrer. Et selon une information qui vient à peine de nous parvenir, les travaux du dialogue national inclusif qui devraient donc reprendre mardi 23 août ne reprendront effectivement que mercredi 24 août dès 9 h. Autre lieu, autre actualité dans les rues de Luanda, les Angolais sont heureux du rapatriement du corps de l'ancien président José Eduardo dos Santos, décédé en Espagne le mois dernier. Le rapatriement avait fait l'objet d'un conflit familial pendant plusieurs semaines. Il survient au moment où le pays se prépare à aller aux urnes. Les législatives sont prévues dans 2 jours. Dili Diko. La dépouille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, décédé le 8 juillet, a été rapatriée à Luanda dans un avion en provenance d'Espagne. Dès le lendemain, les Angolais se disaient satisfaits du rapatriement. Le corps est arrivé ici en Angola. C'est vraiment bien. Nous sommes satisfaits. Et le 28 août, nous serons prêts à nous rendre là-bas pour participer aux obsèques de notre ancien président de parti et président de la République. Le président dos Santos avait dirigé l'Angola sans partage de 1979 à 2017. Il avait marqué des générations d'Angolais comme Estevão Azevedo,
un maçon à Luanda. Ah oui, nous le regrettons tous, c'est ce que je ressens. Car avec notre président José Eduardo dos Santos, les choses étaient très différentes. Et je le regrette beaucoup, car personne, et je sais que personne, ne dirigera notre pays comme il l'a fait. Car avec lui, les choses étaient très différentes. Elles étaient bon marché, nous vivions dans de bonnes conditions et nous ne souffrions pas comme nous souffrons actuellement. Le rapatriement de la dépouille de Dos Santos avait été repoussé car une querelle opposait sa veuve et le gouvernement angolais d'une part, qui voulait rapatrier le corps et lui offrir des funérailles nationales, et certains de ses enfants qui s'y opposaient, dont sa fille Chizé Dos Santos, qui accusait l'actuel gouvernement angolais de vouloir politiser l'enterrement de son père avant les élections prévues le 24 août. C'est quelque chose de bien. C'est un symbole des Africains. C'est ce qu'il fallait obtenir et que l'ancien président de la République soit enterré ici en Angola. Le rapatriement du corps intervient peu avant l'élection présidentielle prévue mercredi et pourrait favoriser le président sortant, João Lourenço. Allons au Kenya où Raila Odinga s'en remet à la Cour suprême. L'opposant a déposé ce lundi un recours contestant les résultats de l'élection présidentielle du 9 août. La plus haute instance judiciaire du Kenya a 14 jours pour rendre sa décision. Selon la requête, le camp Odinga affirme notamment qu'un peu plus de 140 000 bulletins de vote n'ont pas été pris en compte et que cela affecte sensiblement les résultats finaux et qu'un second décompte est nécessaire. Les résultats annoncés la semaine dernière par le président de la commission électorale indiquent que le vice-président William Ruto a remporté la présidentielle avec une avance d'environ 233 000 voix. Et quelle que soit la décision de la Cour suprême, l'un des défis auxquels le nouveau président fera face est bien celui de la sécheresse. En effet, une sécheresse record dans la Corne de l'Afrique a plongé des dizaines de millions de personnes dans la malnutrition et la faim en Éthiopie, en Somalie et au Kenya justement. L'invasion de l'Ukraine a fait grimper les prix des denrées alimentaires, ce qui complique le travail des groupes d'aide aux communautés touchées alors qu'elles se dirigent vers une saison des pluies ratée pour la 5e année consécutive. C'est un reportage de Juma Manjanga depuis Loiyangalani, Marsabit, au Kenya. Un récit de Eric Manirakiza. Même de loin, les signes de détresse sont visibles. En se rapprochant, la situation désespérée devient plus évidente. Lors d'un voyage organisé par World Vision pour des journalistes, la Voix de l'Amérique a pu constater l'impact dévastateur de la sécheresse en cours à la frontière nord du Kenya. Les moyens de subsistance ayant diminué, les familles doivent se contenter de baies non comestibles, appelées edang dans le Turkana. La sécheresse est arrivée et a tué tout notre bétail. Maintenant, nous n'avons plus rien. Tout ce que nous pouvons manger, ce sont des édangs et des baies sauvages. Le Kukimat doit faire cuire les baies sauvages pendant 3 jours pour les rendre comestibles et réduire leur nocivité pour l'organisme. Les habitants disent que cela cause de diarrhée chez les enfants, mais en revanche, les aide à survivre. La mère subvient aux besoins de ses 5 jeunes enfants car son mari est malade et ne peut pas l'aider. Epakan Ekiru, 19 ans, mère de 2 enfants, vit à quelques pas de là. Son mari est parti il y a 2 ans avec leur troupeau à la recherche de pâturage et d'eau. Elle a peur que les baies sauvages vont manquer. Pour l'instant, nous mangeons ces baies sauvages. S'il n'y en a plus, nous mourrons. Il n'y aura rien d'autre à manger. Le Kenya a déclaré la sécheresse comme une catastrophe nationale en septembre 2021. Près de 3,5 millions de personnes sont menacées de famine aiguë et ont besoin d'une aide humanitaire. Cela inclut plus de la moitié de la population du comté de Marsabit, selon les chiffres du gouvernement. Les enfants et les femmes sont les plus touchés. Selon les responsables, l'aide alimentaire et les transferts d'argent du gouvernement aux plus vulnérables ne suffisent pas toujours.
J'ai eu des cas où les gens viennent dans les bureaux et ils restent sur place même s'il n'y a pas de nourriture de secours du gouvernement. Vous devez mettre la main dans votre poche et leur donner quelque chose pour qu'ils puissent retourner chez eux et achètent quelque chose à manger. La flambée des prix des denrées alimentaires résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie a affecté les opérations d'aide humanitaire, ce qui aggrave encore la situation. Dans les communautés que nous avons visitées, idéalement, ils devraient recevoir 100% de leurs rations, mais à l'heure actuelle, en raison des ruptures d'approvisionnement en produits de base, nous n'avons pu leur donner que 55% de leur nourriture. Pour les habitants du village de Purapul, le centre de santé le plus proche se trouve à plus de 60 km. 2 fois par mois, l'ONG World Vision vient en aide aux enfants et aux femmes enceintes qui souffrent de malnutrition sévère. Selon les autorités, beaucoup d'entre eux n'ont plus les moyens de faire le voyage car la sécheresse a eu raison de leur bétail, leur seule source de revenus. La sécheresse n'est pas un phénomène nouveau dans cette région. Mais selon les experts, alors que le changement climatique accélère l'intensité et la fréquence des sécheresses et que des événements comme la guerre en Ukraine aggravent le problème, beaucoup craignent que la crise de la faim en Afrique de l'Est ne tombe dans l'oubli. Du pain sur la planche donc pour le nouveau président du Kenya. Le président français Emmanuel Macron, lui, sera de jeudi à samedi en visite officielle en Algérie. Paris et Alger espèrent tourner la page d'une série de malentendus et tensions, notamment celle survenue en octobre 2021 après des propos du président français sur le système politico-militaire algérien et la nation algérienne. Dans une lettre ouverte, une dizaine d'organisations de la diaspora algérienne exhortent Emmanuel Macron à ne pas occulter lors de sa visite en Algérie la question de la dégradation des droits humains et à ne pas cautionner ce qu'elle qualifie des dérives du régime algérien. Suivons ces réactions d'Algériens. En 2017, voilà, avant qu'il serait président, il a bien parlé, il a fait sa visite, mais juste après sa rentrée en France, il a changé. Voilà. Elle a fait donc un autre discours. Espérons que la France d'aujourd'hui comprendra que l'Algérie, elle est indépendante politiquement, économiquement, militairement, financièrement. Bien sûr, avec ces jours-ci très, très valeureux dates de l'histoire de l'Algérie, ça nous fait quand même des émotions par rapport. Moi, en tant que personnellement, je le dis, j'aurais aimé que la France demande des excuses par rapport à ce qui s'est déroulé, ce qu'on a vu, ce que relatait l'histoire. Si c'est pour de l'aide ou pour échanger avec les Algériens, nous ne sommes pas contre. Au contraire, nous serons parmi les premiers à lui souhaiter la bienvenue, que ce soit Macron ou un autre président. À Macron, on lui dit alors « Bienvenue en Algérie ». Si nos intérêts sont communs, alors oui. Si l'investissement est unilatéral, alors non. Nous sommes dans un temps où chacun voit ses propres intérêts. La France a des intérêts avec nous et pour nous, c'est pareil. L'Algérie a des intérêts avec la France aussi. Mais notre problème ne concerne pas ces intérêts. Le problème, c'est que nos archives concernant la guerre d'Algérie sont encore en France et dont nous n'avons pas de nouvelles. Ils reviennent de droit aux martyrs de la guerre. Les discussions entre les deux pays ne doivent pas se porter que sur les protocoles et le commerce. Le procureur de la Cour pénale internationale est en visite au Soudan jusqu'au 25 août. Karim Khan a prévu une série de rencontres avec des responsables soudanais et une visite dans la région du Darfour, située dans l'ouest du pays. Le Darfour a été ravagé par une guerre civile qui a débuté en 2003 entre le régime à majorité arabe d'Omar el-Béchir et les insurgés issus de minorités ethniques dénonçant des discriminations. Le Soudan est toujours en proie à des troubles depuis l'éviction en 2019 de l'ex-président Omar el-Béchir. Ce dernier est accusé de génocide au Darfour par la Cour pénale internationale. La Corée du Sud et les États-Unis ont débuté ce lundi leurs exercices militaires conjoints organisés annuellement, effectuant de nouveau des manœuvres sur le terrain alors qu'ils cherchent à renforcer leur capacité
de réponse face à d'éventuels tirs de missiles de la Corée du Nord. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, arrivé au pouvoir en mai dernier, a promis de normaliser les exercices conjoints avec les États-Unis et de consolider la force de dissuasion à l'égard de la Corée du Nord. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Et c'est nous chez vous. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Alors en Afrique du Sud, où une équipe chirurgicale dirigée par le docteur Tim Forgan utilise le robot Da Vinci 11 pour aider à retirer une tumeur rectale cancéreuse d'un patient à l'hôpital public de Diegersburg au Cap. C'est un reportage d'Ilan Rubens rendu par Nanit Talani. Le robot Da Vinci 11 assiste l'équipe chirurgicale de l'hôpital public de Diegersburg au Cap pour retirer une tumeur rectale cancéreuse d'un patient. Avec 4 bras contrôlés en temps réel via une console 3D, c'est le robot chirurgical le plus avancé d'Afrique. Da Vinci 11 est l'un des 2 seuls robots de ce type utilisés sur le continent. Les 2 se trouvent dans les hôpitaux publics sud-africains du Cap. Da Vinci 11 est utilisé principalement pour les chirurgies urologiques, gynécologiques et colorectales complexes. Heureusement, le ministère de la Santé du Cap occidental a acheté 2 robots Da Vinci, dont le Da Vinci 11, qui est le robot chirurgical le plus avancé actuellement disponible sur le marché. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous permettent de travailler très finement et avec une grande précision. Et ils agrandissent l'image que vous voyez beaucoup plus que les statistiques laparoscopiques normales, afin que nous puissions voir beaucoup plus de détails et ensuite les instruments que vous pouvez manœuvrer avec beaucoup plus de précision et faire un travail plus fin et obtenir un meilleur résultat. La première opération utilisant le robot a été réalisée à l'hôpital de Diegersburg en février 2022. Des dizaines d'autres ont été complétées avec succès depuis lors. Les patients se sont très bien comportés. Ils rentrent chez eux beaucoup plus tôt. Notre durée moyenne de séjour est donc de 3 jours. Donc vous avez une opération majeure, les gros cancers sont enlevés et 3 jours plus tard, vous êtes à la maison. Vous pouvez voir qu'ils fonctionnent beaucoup mieux que ceux que nous avions à l'origine. Et nous faisons toutes ces opérations avec un trou de serrure opération. Donc on les faisait déjà avec des petites coupures. Les gens rentraient chez eux au bout de 5 jours et maintenant 3 jours. Ça a définitivement amélioré leur qualité de vie. Et ils me disent tous qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été opérés. Da Vinci n'est pas le premier robot déployé par Diegersburg. En 2020, l'hôpital a introduit Kanya au plus fort de la pandémie pour aider les patients à se connecter avec leurs proches via un appel vidéo ou vocal. Mwande Moyeni est l'un des patients qui a pu communiquer à distance avec les membres de sa famille. Maintenant, cette innovation rapproche les membres de votre famille de vous, car ils ne peuvent pas vous rendre visite physiquement et venir à l'hôpital. Cela apporte beaucoup de soulagement et c'est aussi psychologiquement bon pour un patient. Cette innovation est plutôt bonne. Comme quoi, on n'arrête pas la science. Direction le Sénégal, où l'on n'a pas fini de parler du 16e Festival sénégalais des théâtres Forum, qui a tiré les rideaux de cette édition le mois dernier après 2 ans d'interruption due au Covid-19.
Le Théâtre Forum est une méthode de théâtre interactive et participative qui invite le spectateur à devenir acteur de son destin en le faisant monter sur scène pour réfléchir à un problème donné. Pour cette édition, 2 pièces parlent d'écologie. Alison Fernandez et Mbaye Ndir ont assisté à l'une d'elles. Nous sommes dans le quartier de Yarar, un village de pêcheurs situé sur la baie de Han à Dakar, bien connu pour les ravages de la pollution. Sur scène, la pièce raconte l'histoire de 2 pêcheurs qui doivent faire face à la disparition des ressources halieutiques. On fait des créations collectives et à chaque fois qu'on le fait, et c'est des histoires qui sont réelles et qui se passent ici. C'est pour cela qu'on a pensé à faire cette pièce. Et on l'a fait encore pour parler aux pêcheurs, aux marailleurs et aux populations pour qu'ils comprennent ça. La pièce dénonce les mauvaises pratiques de pêche. Dans la deuxième phase du spectacle, appelée le procès, le public est invité à juger les personnages. Ceux qui ont mal agi iront sous le soleil ardent et ceux qui ont bien agi à l'ombre. J'ai intervenu quand on était en train de juger les pêcheurs parce que je me disais que non seulement eux, auparavant, quand les espèces étaient ici, ils faisaient du gaspillage, quoi. Ils détruisaient la mer sans pour autant le savoir. Mais dans le public, la responsabilité des pêcheurs fait débat. C'est justement le but du Théâtre Forum, cette méthode de théâtre interactive inventée dans les années 60 au Brésil, ouvrir un espace d'échange et de réflexion collective afin d'amener un changement des mentalités. Ce qui est intéressant pour nous, c'est juste de faire la transposition de thématiques qui naguère étaient discutées au niveau de certaines institutions, comme par exemple les ONG qui travaillent dans le domaine de la pêche, ou l'État qui discute avec des secteurs socio-professionnels. Mais là, c'est population carrément de Yarar. Les premiers groupes de Théâtre Forum sont apparus dans les années 90 en Afrique de l'Ouest. La troupe Kadou Yarar est pionnière au Sénégal. Ces spectacles se jouent toujours dans des lieux publics et ouverts à tous. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Du théâtre, terminons ce journal par un détour dans le box-office nord-américain ce week-end. Et que dit-on de ce côté-là? Eh bien, qu'Idriss Elba est beau se mesurer à un lion dans Beast. Le film d'action n'a pas fait le poids face au dernier film Dragon Ball, qui a été en tête des ventes pour son premier week-end en salle avec un peu plus de 20 millions de dollars de recettes selon les estimations du studio. Beats, quant à lui, s'est contenté d'un début de deuxième place avec 11,6 millions de dollars. Elba est également à l'affiche d'un autre film le week-end prochain, 3000 ans de nostalgie, un film de George Miller. À noter que le film Bullet Train de Sony est lui arrivé en 3e position après 2 week-ends à la première place avec une estimation de 8 millions de dollars, portant son total national à 68,9 millions de dollars. Top Gun de Paramount s'est classé 4e lors de son 13e week-end en salle avec 5,9 millions de dollars supplémentaires. Les ventes de billets en Amérique du Nord ont atteint environ 77 millions de dollars ce week-end, soit une augmentation de 168% par rapport au même week-end de l'année dernière. Si vous avez un peu de temps, passez au cinéma. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée.